mais quand Johnson est arrivé, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait rater le milliard c'était quoi? C'était une histoire de contrôle sur la monnaie? Vous connaissez cette histoire? Oui, bon alors ça c'est une thèse qui a été défendue, malheureusement, je la vois circuler beaucoup, mais elle a été défendue par un auteur qui s'appelait Jim Marrs, mais elle a été critiquée, finalement pas retenue par tous les chercheurs, mais je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, en France, elle circule beaucoup. C'est ce fameux executive order que Kennedy a signé, un executive order qui est numéro 10001, je ne sais pas quoi, qui autorise qui autorise le département du Trésor, donc non pas la Fed, mais en quelque sorte qui prend un peu, effectivement, qui pique à la Réserve fédérale un petit peu de son monopole de création de monnaie. Il voulait recréer une monnaie, mais sur la base de l'argent, hein, donc sur la base des réserves d'argent, pas d'or, mais d'argent. Bon, il y a des gens qui ont un peu spéculé que c'était pour ça qu'il avait été assassiné, mais ça ne tient pas la route parce que quand on lit cet executive order, on n'arrive pas à voir en quoi ça menaçait quoi que ce soit de la Fed. En plus, il n'a jamais été annulé, cet executive order, donc il existe toujours, mais bon, c'est une thèse qui, à mon avis, n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais après, Kennedy s'est mis à dos l'industrie de l'acier, il a combattu férocement certains intérêts privés ou industriels, les pétroliers. Il a voulu leur supprimer une taxe qui leur faisait, enfin, il est pratiquement, comment dire, dispensé de certains impôts, donc Kennedy leur a supprimé ce bénéfice. Il y a un moment, il a eu un bras de fer très intense avec l'industrie de l'acier. Il a fini par gagner, par les obliger à baisser leur prix pour, voilà, enfin bon, Kennedy était un génie politique, hein. Moi, je pense que Kennedy, il faut le voir, quand on regarde ce qu'il a fait en 1000 jours, hein, il a été président 1000 jours, pratiquement au jour près. Quand on regarde tout ce qu'il a fait, c'était véritablement un génie politique. Il a fait un nombre de choses extraordinaires, mais tout ça a été perdu, a disparu sous la présidence de Johnson. Pas tout, mais presque tout a été... Quand il est arrivé, il a annulé pratiquement les directives les plus intéressantes de Kennedy, finalement. Oui. Bah, en politique étrangère, notamment, comme je l'ai dit, ce qu'il faut retenir de Kennedy, surtout, c'est cette vision multipolaire qu'il voulait lancer. C'est pour ça que cette notion de multipolarité devrait logiquement, à un moment, se connecter avec l'histoire de Kennedy. Il y a quelque chose, Kennedy était un précurseur de la multipolarité que défend aujourd'hui Poutine. Et ça sera intéressant d'informer les Russes de cette réalité, parce que les Russes devraient vouer un culte à Kennedy. Enfin, c'est les Américains qui devraient vouer un culte à Kennedy d'abord, mais bon, comme ils ne le font pas. J'ai toujours été surpris que les Russes, ayant été accusés d'être derrière Oswald, n'ont jamais réagi. Ça me plaît, parce qu'ils auraient pu faire une enquête et dévoiler ce qu'ils n'ont jamais rien fait. Ben, ils ont quand même, si vous voulez, l'idée que les soviétiques étaient derrière l'assassinat de Kennedy était juste un truc qui n'a pas duré longtemps. C'était, à mon avis, enfin selon l'avis de certains chercheurs, qui à mon avis ont raison, c'était juste une manière de faire peur au peuple américain et à toute l'administration. Ça a été le prétexte utilisé par Johnson pour dire « Oula, attention, il faut arrêter toute enquête, il faut très vite conclure aux tueurs solitaires, parce que sinon on va découvrir un complot communiste, et si on découvre un complot communiste, ça y est, on est parti pour la Troisième Guerre mondiale nucléaire, et puis on va tous mourir. » Donc beaucoup de gens ont défendu la thèse du tueur solitaire, pas parce qu'il était impliqué dans le complot, mais simplement parce qu'on a réussi à leur faire comprendre que c'était ça, soit vous faites semblant de croire à la thèse du tueur solitaire, soit on est parti pour la Troisième Guerre mondiale. Et donc, les Soviétiques n'ont pas eu besoin beaucoup d'intervenir. Ils savaient que, enfin, ils sont intervenus quand même. Hein. Il y a eu, si, ils sont quand même intervenus. Il y a eu. Pardon, je vous entends pas. Ils ont fait une enquête, mais ils n'ont pas donné les rapports de l'enquête. Non, mais après les années 90, il y a 2 journalistes qui ont été fouillés dans les archives soviétiques et qui ont découvert des choses. Ils ont découvert par exemple que Robert Kennedy, une semaine après l'assassinat, avait envoyé 2 hommes de confiance
rencontré l'intermédiaire qui avait été celui de Kennedy avec Khrouchtchev. Ils n'ont pas rencontré directement Khrouchtchev, mais ils ont rencontré l'homme qui servait parce que Kennedy avait initié une correspondance avec Khrouchtchev secrète pour contourner un peu, pour essayer d'échapper à la surveillance de la CIA. Il avait trouvé un moyen de correspondance secret, avec des lettres cachées dans des journaux, enfin des trucs comme ça, avec l'aide de son ambassadeur à Moscou, qui était un homme de Kennedy. Donc on a retrouvé dans les archives soviétiques quand même tout un tas d'activités. Robert leur disait, je cite de mémoire, mais je paraphrase, Robert leur disait que Jacqueline Kennedy et lui, Robert, étaient persuadés que Kennedy avait été victime d'un assassinat venant de l'extrême droite, il ne parlait pas d'autre chose, et que les relations avec l'Union soviétique allaient se refroidir nécessairement, mais que l'espoir était que les Kennedy reprennent la main, enfin, ce genre de choses, quoi. La plupart des gens savaient bien que les Soviétiques n'y étaient pour rien, quoi. Enfin, je veux dire. Enfin bon, je ne réponds pas directement à votre question parce que j'en sais rien, mais si, on peut dire que quand même les Soviétiques étaient inquiets. Hein, ils ont quand même, et puis Castro surtout a été. Au moment où Kennedy a été assassiné, Castro était avec le journaliste Jean Daniel du Nouvel Observateur, qui était un journaliste que Kennedy avait rencontré avant qu'il aille à Cuba. Il lui avait dit, faites passer un message à Castro, que je l'aime bien, que je comprends son problème, que je soutiens sa volonté d'indépendance, etc. Un message incroyablement positif de la part de Kennedy, qui voulait transmettre à Castro. Donc, il est évident que Castro n'avait aucun intérêt à faire assassiner Kennedy, quoi. Et Jean Daniel, ça, l'a rapporté dans ses articles. Vous trouvez un peu de manipulation, c'est-à-dire imaginons que ce soit pour la guerre froide que Kennedy a été assassiné, de faire croire que c'est un agent de la CIA qui en fait fait passer pour un type du KGB qui était là. C'est vraiment du satanisme un peu dans la manière de présenter ça au public, c'est-à-dire on arrête parce qu'il veut arrêter la guerre froide et on prétend que c'est un type influencé par les Russes qui l'aurait tué alors que c'est un agent de la CIA. C'est quand même comme l'assassinat de Bobby Kennedy avec Sirhan Sirhan. On prend un Palestinien pour faire croire que c'est les Palestiniens qui sont derrière l'assassinat quelque part. Ouais, c'est du faux drapeau, mais avec une dimension perverse en plus, effectivement, c'est que sous faux drapeau, on assassine celui qui est l'ami de ceux qu'on veut attaquer. Oui, c'est vraiment très, très pervers. Et ça, c'est signé un petit peu quelque part. Hein. C'est sûr que... Ouais. Et la dimension de l'extrême droite, vous avez travaillé un peu dessus? Parce que moi, je connais bien la thèse, mais vous en pensez quoi? La dimension de l'extrême droite américaine ou de l'extrême droite sioniste? Non, Bobby Kennedy, tout à l'heure, oui. Laurent a dit que les Russes avaient eu comme message de Bobby Kennedy qu'ils pensaient que c'était l'extrême droite. Moi, la thèse de l'extrême droite, je la connais bien parce que j'ai travaillé sur Harold Son Lafayette Hunt qui a financé la campagne de Lyndon B. Johnson. Mais je voulais savoir si vous deux, ce que vous pensiez ou ce que vous connaissiez de la thèse de l'extrême droite et c'est votre position là-dessus. Oui, moi, j'ai pas de position parce que c'est pas ma thèse. Hein. Ma thèse, c'est celle qui est présentée en gros par Laurent Guyeno. L'extrême droite était liée aussi au sionisme d'une certaine manière? Disons que beaucoup de gens qu'on classerait aujourd'hui dans l'extrême droite détestaient Kennedy, c'est-à-dire les anticommunistes. Voilà, hein. Kennedy était accusé d'être un communiste ou un apaiseur, il faisait de l'apaisement, comme on avait accusé son père de faire de l'apaisement avec Hitler, on accusait Kennedy de faire de l'apaisement avec les communistes. Et on lui rappelait souvent, oui, c'est comme ton père, quoi. Quand il y a un dictateur, toi tu veux l'apaiser. On n'arrêtait pas de lui rappeler ça. Donc effectivement, au Texas en particulier, l'Amérique profonde, des rednecks et tout, surtout dans le sud, quoi. Il y avait une haine de Kennedy qui était considérée comme un communiste. Donc ils sont dans la liste des suspects, c'est vrai. Mais comme je l'ai dit, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé à Dealey Plaza, quoi. Je veux dire, c'est pas des rednecks qui étaient capables d'organiser ça. Il y a quelque chose de... Mais effectivement, dans le Secret Service, par exemple, hein, dans la sécurité de Kennedy, on sait qu'il y avait des gens qui détestaient Kennedy pour ça. C'était l'anticommunisme primaire américain. Il faut leur tomber dessus le plus vite possible. Pendant qu'on a plus de bombes atomiques qu'eux, il faut y aller, c'est le moment.
je veux dire, il y avait dans les faucons, on ne peut pas éliminer cette thèse, on ne peut pas éliminer l'idée, par exemple, que quelqu'un comme le général Curtis LeMay, qui a d'ailleurs été un peu caricaturé par comment dans le film. Docteur Folamour. Oui, voilà, oui, dans Docteur Folamour, ouais. Qui est typiquement le fou furieux qui pense qu'on peut tout régler, tous les problèmes à coups de tapis de bombe. Donc il poussait Kennedy, et de manière souvent très insultante, pour attaquer Cuba, l'Union soviétique, etc. Ces gens-là pensaient que Kennedy était un traître. Et vous souvenez certainement du général Lemnitzer qui a proposé l'opération Northwood, où on avait les prémices du 11 septembre, vraiment à l'époque de la crise des missiles de Cuba, où il était question de faire péter des avions avec des Américains et d'accuser Castro, quoi. Oui, ça oui. Envoyer Petre. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il faut tout ça, il faut le prendre en compte. Disons qu'il y a énormément de gens qui étaient contents que Kennedy soit assassiné, qui ont jubilé quand ils ont appris à la télé il a été assassiné. Je veux dire, ça on le sait. Bon. Alors après, il faut essayer de faire le tri entre ceux qui étaient contents et ceux qui étaient impliqués dans l'assassinat. Et ceux qui étaient capables de le faire. Voilà. Laurent l'a dit tout à l'heure, il fallait être capable de constituer d'abord ce petit noyau dur, puis d'étendre à un certain nombre d'exécutants, puis surtout de couvrir tout ça pendant des années et des années. Donc il fallait quelque chose d'extrêmement puissant, qui tienne un peu tous les rouages du système. Et bon, là, on tombe à chaque fois sur, là encore, en étudiant les généalogies des gens qui ont été impliqués, celle de Johnson, celle de Ruby et celle de beaucoup d'autres, on tombe toujours sur la même piste, qui nous ramène à Israël et à Ben Gourion, qui, je le rappelle, une xème fois, a promu l'assassin de Folke Bernadotte comme son propre garde du corps. Il récompensait les meurtriers, lui, Ben Gourion. Et il était très attaché à son État et à son bébé. Son bébé, c'était Israël. Donc, bon, on aurait été à sa place, on aurait peut-être fait pareil, j'en sais rien, mais bon. Oui, c'est vrai qu'il faut se mettre à sa place. C'est ça qui est la clé, à mon avis. Il faut se mettre à la place, dans la tête de Ben Gourion en particulier, mais des leaders sionistes à l'époque. Il faut se rappeler qu'en 62, je crois, l'Égypte, la Syrie et l'Irak avaient fondé la République arabe unie. Arabe unie, oui. Qui, dans leur discours, je crois que c'est Nasser qui, dans ses discours, évidemment, le problème des dirigeants arabes, souvent, c'est qu'ils font des discours extrêmement menaçants parce que leur peuple, ça leur fait du bien au niveau de leur image. Donc, ils avaient déclaré qu'ils allaient libérer la Palestine. Ce qui voulait dire, dans l'esprit de Ben Gourion, commettre un génocide comme les nazis. C'est ce que Ben Gourion a écrit dans une de ses lettres à Kennedy. Il a dit les Arabes veulent nous génocider. J'ai quand même le droit, mon pays a quand même le droit de se défendre. Sous-entendu avec la bombe atomique. Donc c'était, quand on se replace dans la tête de ces gens-là, c'était une question de survie, une question existentielle. Fondamentale de se doter de l'arme atomique. Et pour Kennedy, c'était un non absolu, parce que Kennedy, sa mission première dans sa vie, c'était de dénucléariser. Il avait une haine presque viscérale de la bombe atomique et de la guerre en général, de la guerre moderne en général. Et donc, c'était, il ne pouvait pas s'entendre, il y en avait un qui devait disparaître, tout simplement. Et donc, c'est Kennedy qui a disparu. Je pense que c'est quand même ça la clé, parce que des gens qui détestent Kennedy, il y en avait plein. C'est comme Roosevelt d'ailleurs. Roosevelt aussi était accusé d'être un communiste. Avec son New Deal, on disait c'est du communisme. Quand même, il avait à sa droite une énorme résistance contre le New Deal, qui était quand même une forme de socialisme. Donc voilà, bon, mais personne ne l'a assassiné. C'est comme Trump, il y a plein de gens qui le détestent et qui souhaiteraient sa mort, mais bon, il n'a pas été assassiné, quoi. C'est pour ça qu'il faut rester
dans la scène du crime, analyser la scène du crime, voir qui est lié de près. Donc on commence par Ruby parce que c'est le plus proche. Voilà. Donc déjà on commence par Ruby et on s'aperçoit, tiens, c'est bizarre, personne veut voir Ruby. Ruby, il est dans. Personne ne veut dire son vrai nom. Quand même curieux, quoi. Il y a quelque chose là déjà qui nous montre qu'il y a beaucoup de gens qui savent faire là autour de l'assassinat de Kennedy et qui parlent dans tous les sens, mais Ruby ne connaît pas. Voilà, il y a déjà, donc là, on tombe sur quelque chose qui est à la fois un indice fort qui nous mène directement à Israël, parce que Ruby, c'est Israël, il y a pas, hein, c'est pas la mafia de Chicago, quoi. Il suffit de creuser, il n'y a pas besoin de creuser beaucoup. Et donc, on s'aperçoit à la fois qu'il y a des liens directs avec Israël et en même temps que toute cette activité autour de l'assassinat de Kennedy sert en grande partie à couvrir les indices qui mènent à Israël. C'est le double constat qu'on est obligé de faire dès qu'on creuse un peu, quoi. Ok. Alors là, vous avez bien exposé votre point de vue. Et il y a des choses que vous voudriez rajouter avant que je pose la dernière question? Moi non, c'est bon, on a fait le tour du problème, on a peut-être même été long là. Ouais, on a bien parlé. Moi, j'ai beaucoup parlé, mais bon. Non, c'est très, très, très intéressant. Moi, je me suis régalé. Non, moi, j'ai rien. Ouais. Rien, il y a un autre personnage, quelque chose, je ne sais pas. Hein. Non, bah oui, il y a d'autres personnages, mais bon, après, on va rallonger trop. Oui, il y a d'autres personnages. Il faudrait parler de Abraham Feinberg. Bon, mais bon, je pense qu'on a bien débroussaillé là. Alors, la dernière question, c'est est-ce que vous allez continuer sur l'assassinat de Kennedy, à creuser, à développer, ou est-ce que vous êtes sur autre chose en ce moment, vous travaillez sur d'autres pistes? Moi, personnellement, bon, l'histoire des Kennedy me suit, c'est eux qui me poursuivent. Donc, je découvre toujours des nouvelles dimensions. Mais enfin, je crois que j'ai fait le travail à peu près à fond. Mais c'est une histoire qui m'intéresse, qui me fascine. J'ai une sorte d'affection profonde pour John Kennedy, quoi. Donc, j'espère quand je mourrai aller lui serrer la main ou lui demander un autographe. C'est mon but dans la vie. Non, mais voilà, j'ai pas de. Non, c'est une histoire que j'aime bien. Contrairement au 11 septembre, je dis parfois, quand on travaille sur le 11 septembre, c'est très noir parce qu'on n'arrive pas à trouver de personnages lumineux là-dedans. Quand on travaille sur les Kennedy, on a quand même un personnage et même une famille lumineuse qui est quand même assez attachante, assez christique. Il y a une dimension christique. Parce que le Christ, c'est quoi? C'est l'homme qui a été crucifié par la Kabbale, on va dire. Hein. Kennedy, pour moi, c'est un peu pareil, sauf que ça a une dimension différente, mais spirituellement, ça me fait du bien. J'aime bien cette compagnie avec John Kennedy. J'adore John Kennedy. Ouais. Moi, je considère que l'assassinat de Kennedy est l'événement géopolitique majeur de tout ce qui s'est passé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bien au-delà des tours de World Trade Center, bien au-delà de la guerre en Ukraine, de tout ce qu'on veut. C'est un événement géopolitique majeur parce qu'il a changé justement la face du monde. Si la dynastie Kennedy était restée au pouvoir pendant, on l'a dit, 8 ans avec John Kennedy, plus éventuellement 8 autres années avec son frère Robert, le monde ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, hein, c'est-à-dire on ne serait pas au bord du chaos, au bord d'une guerre nucléaire, dans ce monde où plus personne ne comprend rien, dans ce monde où il y a un véritable bras de fer qui, heureusement pour moi, heureusement de mon point de vue, va être perdu par les mondialistes, hein, mais cet affrontement planétaire d'aujourd'hui entre ceux qui veulent un monde unipolaire sous hégémonie américaine et ceux qui, au contraire, veulent cette multipolarité que Kennedy voulait. Et c'est ça, pour moi, la disparition de Kennedy, c'est ça. C'est ça qui a changé la face du monde, quoi. Il n'y aurait pas de cette guerre et il n'y aurait pas eu ces millions de morts qui ont suivi. Parce que l'assassinat de Kennedy, ça a été l'enchaînement irréversible derrière avec les guerres du Vietnam, toutes les guerres conduites
au profit d'Israël, qui ont fait des millions de morts, hein, guerre en Irak, guerre en Syrie, guerre en Libye, guerre en Afghanistan, guerre partout. On y retrouve toujours les mêmes, hein. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours Israël derrière, hein. Et Israël, et je veux dire, les mondialistes, c'est-à-dire la politique étrangère américaine, sous l'Amérique étant devenue un véritable proxy d'Israël. Donc ça, je pense que l'assassinat de Kennedy, c'est vraiment l'événement majeur en géopolitique qui a dépassé tous les autres depuis. Et c'est pas seulement l'assassinat de Kennedy, c'est surtout aussi son remplacement par Lyndon B. Johnson. Tout étant lié, hein. C'est assassinat, disparition du fan de la multipolarité et apparition de ce Lyndon B. Johnson et de tout ce qui a suivi, quoi. La guerre du Vietnam, etc., etc., etc. Et qui nous amène aujourd'hui au bord de la guerre. Ce sont les mêmes, hein. Ce sont les descendants des gens qui ont fondé le néoconservatisme, les Christol, Podhoretz et compagnie, là, de la présidence Johnson. C'est ceux-là qu'on retrouve aujourd'hui, hein, les Blinken, Victoria Nuland, Wendy Sherman, Janet Yellen, tout ça, ce sont les successeurs de cette génération-là, les petits-enfants, hein, de cette génération-là, qui ont pris en main la politique étrangère américaine, donc la politique étrangère mondiale, qui ont réussi à essaimer dans tous les pays de l'Union européenne et qui ont réussi à former ce bloc guerrier, on va dire, hein, qui ont réussi à transformer une organisation comme l'OTAN, qui était une organisation prévue pour défendre, une organisation défensive, qui ont réussi à la transformer en organisation offensive, semeuse de chaos partout sur la planète. Le nombre de bombes. Avant 1990, l'OTAN n'avait quasiment, en tant qu'OTAN, n'avait jamais largué une bombe sur la planète. Et à partir de 1990, ça a commencé avec la Bosnie, le Kosovo, et puis l'enchaînement, l'Irak, la Libye, la Syrie, les printemps arabes, etc. Tous ces désordres mondiaux ont été créés par ces néoconservateurs. Donc, l'assassinat de Kennedy et son remplacement par Lyndon B. Johnson est à la source, c'est l'explication de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est à cette période-là que tout ça a démarré, quoi, on va dire. Est-ce que vous me permettez d'ajouter juste quelque chose par rapport à ça? Ouais, c'est vous le maître du débat, c'est pas moi. Alors, je le dis par politesse. Vous dites, j'entends bien ce que vous dites, mais pour qu'ils aient autant d'influence, il faut que les gens les laissent faire et soient enclins à aller dans leur direction. Moi, ce que je retiens dans l'assassinat de Kennedy personnellement, c'est qu'à l'époque, c'était l'extrême droite, hein. Lyndon B. Johnson, il ne faut pas se mentir, c'était l'aile conservatrice du Parti démocrate. Ce n'était pas le Parti libéral de Kennedy. Lui, c'était la branche libérale du Parti démocrate. Il était relié à l'extrême droite américaine aussi. Et que ce soit l'extrême droite à l'époque de Kennedy, c'est l'extrême droite avec Hoover qui faisait des écoutes illégales, qui assassinait des gens, comme Martin Luther King. On sait qu'ils ont œuvré à des assassinats, des manipulations de masse. Il y avait des scandales sexuels également, on l'a dit tout à l'heure, il y a Hoover, on l'a cité, qui était tenu par la mafia juive. Et aujourd'hui, la rhétorique de cette extrême droite qui a bénéficié à Israël à l'époque, elle est reprise par l'extrême gauche. Et c'est ça, américaine, qui m'interpelle. C'est que si ils étaient anticommunistes à l'époque de la chasse aux sorcières, à l'époque de Lyndon B. Johnson. Aujourd'hui, ce sont les Clinton, Obama, Biden qui sont à l'extrême gauche, qui reprennent cette rhétorique anti-russe avec les mêmes scandales sexuels, on voit le scandale Epstein, avec quelque chose qui a beaucoup d'ampleur dans la manipulation de masse au niveau des médias. Et j'avais interviewé Erlechlenger, c'est-à-dire le bras droit de Lyndon LaRouche, sur l'assassinat de Kennedy, et on avait conclu nous on avait plus parlé du monde anglo-saxon, on avait dit le monde anglo-saxon est incapable, que ce soit de l'extrême droite à l'extrême gauche, de s'extraire de cette déportation de conflits aux Russes au profit d'Israël. Ouais. Ça c'est... Oui, c'est vrai, oui. Le sionisme qui, de mon point de vue, est derrière beaucoup de choses, hein, notamment derrière la création du parti néoconservateur, etc.,
Le sionisme est bipartisan, il ne faut jamais l'oublier. Il n'y a pas de droite, de gauche, de machin. Le sionisme, ça couvre l'ensemble de l'échiquier et ça a ses objectifs propres qui dépassent largement les clivages républicains-démocrates. Regardez aujourd'hui au Congrès. Le Congrès, vous aviez, pour applaudir Netanyahou lorsqu'il est venu faire son défi au Congrès, lorsqu'il est venu défier Obama au Congrès américain, et il y avait autant de démocrates que de républicains pour l'applaudir. Le sionisme, c'est bipartisan aux États-Unis. Ça tient probablement, plus que probablement, c'est le ciment de l'État profond. L'État profond, c'est quoi? L'État profond, c'est l'influence et c'est surtout l'argent. L'argent, la finance et l'influence. Et la finance et l'influence, c'est que moi, je suis toujours étonné quand je vois, je lis comme tout le monde, je lis le magazine Forbes, le magazine américain qui nous décrit les fortunes des gens. Bon, vous avez j'apprends comme ça, comme tout le monde peut l'apprendre, il suffit d'ouvrir Internet et de regarder. Il y a 2700 milliardaires dans le monde, 2700, il y en a 700 aux États-Unis, mais vous avez un palmarès, un seul, de la fortune classée dans l'ordre de richesse. C'est le palmarès des Juifs, quoi. Il y a un palmarès juif de la fortune. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai cherché le palmarès des protestants, j'ai cherché le palmarès des catholiques, j'ai cherché le palmarès des... Non, j'en ai pas trouvé. Par contre, il existe un palmarès qui est... Et il faut voir l'annonce qui est faite, juste les 10 premières lignes avant le palmarès, c'est assez intéressant. Il faut regarder ça. Et ça montre la puissance. Et quand on additionne les milliards de ces 270 milliardaires juifs, ils sont 270, c'est-à-dire 10% de la planète. Ils représentent 0,02% de la population de la planète, mais ils sont quand même 10% des milliardaires et ils sont organisés. Ils ont des branches, des lobbies à peu près dans tous les pays où la communauté est représentée, et ils ont barre en général, dans les pays occidentaux en particulier, ils ont barre sur les médias, ils ont acheté les médias, ils ont acheté les fonds de pension, vous cherchez BlackRock, vous cherchez Vanguard, donc ils ont la puissance financière. Quand vous avez la puissance financière, vous avez presque le reste et vous avez l'influence après. Et l'influence, là encore, je suis surpris, moi, de voir qu'il existe un palmarès mondial de l'influence confessionnelle pour les Juifs. Il y a un palmarès mondial de l'influence et ce palmarès, il est édité, il est publié par le Jerusalem Post chaque année. Pendant 13 ans, il a été publié parce que ça fait que 13 ans qu'il existe. Avant, il y avait le quotidien américain The Forward qui faisait à peu près le même palmarès. Et là encore, bon, je me suis dit, très bien, il y a un palmarès comme ça. Pour le Jerusalem Post fait un palmarès mondial de l'influence de la communauté juive, bon, pourquoi pas, mais j'ai cherché désespérément le palmarès de l'influence pour les chrétiens, pour les catholiques, les protestants, les bouddhistes, les musulmans, j'en ai pas trouvé. Je n'ai trouvé qu'un palmarès, et alors ce qui m'ennuie, c'est que dans ce palmarès de l'influence du Jerusalem Post, on retrouve tous les gens qui sont au poste clé de l'administration américaine de Biden. On en retrouve, on retrouve des gens qui comptent. Et alors bon, je vais vous donner comme ça deux noms au hasard qu'on prend, mais qui ont une importance dans la géopolitique à laquelle on assiste aujourd'hui. Vous avez le numéro 1 du palmarès de l'influence du Jerusalem Post de 2022. Je vous le donne en mille. Il s'appelle Zelensky. Zelensky, c'est le numéro 1. Bon, je ne sais pas ce que Zelensky a à voir avec l'influence, mais il est numéro 1 de l'influence du palmarès du Jerusalem Post. Et c'est pas la première fois qu'il est nominé. Sur 13, il avait été nominé au moment de son élection à la présidence de l'Ukraine.
donc deux ou 3 ans avant, je ne sais pas, en 2019 peut-être ou 2018, il était déjà au palmarès de l'influence. Donc, je me demande si ce palmarès reflète véritablement l'influence ou si c'est au contraire un outil pour essayer de promouvoir l'influence de certaines personnes. Donc là, vous avez Zelensky. Chez nous, on a notre Premier ministre qui figure en 3e position du palmarès 2022. L'influence un palmarès confessionnel de l'influence du Jérusalem Post. Bon, pourquoi pas, hein, mais bien sûr, on retrouve Blinken, on retrouvait Wendy Sherman, on retrouve Janet Yellen, elle y est toujours, hein, et elle a été nominée plusieurs fois. Donc on voit au moins qui dirige le monde. J'ajoute que dans ces palmarès, bon, quand on les lit, hein, on regarde, il y a 2 personnages qui ont été nominés 13 fois sur 13. Dans les 13 palmarès, ils ont été nominés tous les 2 13 fois. Il n'y en a que 2. Les autres, ils ont été nominés une fois et puis en général, ils disparaissent. Bon, quand ils sont un peu plus importants comme Blinken, ils ont été nominés déjà 3-4 fois. Hein. Mais là, il y en a 2 personnages qui ont été nominés. Alors, le premier, c'est tout le monde le connaît, il est actuellement en tête de l'actualité internationale, c'est Netanyahou. Hein. Netanyahou a été nominé 13 fois sur 13. Il est au palmarès de l'influence depuis 2010. Hein. Ouais. Et puis, il y en a un autre, Ron Lauder. Alors, Ron Lauder, je ne connaissais pas. Moi, j'ai regardé un peu hein, pour voir qui c'était ce personnage. Et bon, j'ai regardé d'abord sur la liste des milliardaires pour voir si par hasard il y était, parce que généralement, l'influence et les milliards, ça va avec. Bon, j'ai regardé, il y était, bingo. Il était sur la liste des milliardaires. Bon, très bien, hein, il était d'ailleurs il n'était pas le premier, hein, il y a plus riche que lui, je veux dire dans les palmarès confessionnels hein, des milliardaires, mais il était bien placé. Et puis après, j'ai regardé sur Wikipédia, hein, j'ai feuilleté Wikipédia, et que m'a dit Wikipédia, Ron Lauder, la première ligne, c'est il est président du Congrès juif mondial. Bon très bien, hein, donc quelque part, la présidence du Congrès juif mondial confère, selon le Jérusalem Post, c'est pas moi qui le dis, confère, selon le Jérusalem Post, une influence planétaire, hein, puisque il figure 13 fois sur 13 au palmarès planétaire de l'influence de la communauté. Bon, pourquoi pas. Donc, je vois 2 personnages qui sont plus influents que les autres, hein, Netanyahou, et aujourd'hui, on le voit, hein, qu'il est influent, puisque pratiquement toute la communauté occidentale se prosterne pour approuver sa légitime défense qui consiste à massacrer un peuple palestinien, hommes, femmes, enfants, peu importe. Hein. Voilà. Il y a une complicité collective dans ça. Oui. Laurent Guillaume, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais rebondir sur 2-3 petites choses qu'a dit le général. D'abord, Netanyahou, c'est intéressant aussi de se rendre compte que Netanyahou, c'est essentiellement un néoconservateur, c'est-à-dire qu'il a commencé sa carrière aux États-Unis. Il a été en quelque sorte fabriqué en grande partie par les néoconservateurs. Enfin, il n'a pas la nationalité américaine, mais il fait partie exactement du même monde. Donc on retrouve là, effectivement, c'est quelqu'un qui émerge dans les années, ou juste après Lyndon Johnson. C'est le même monde, vous voyez, donc c'est effectivement important de voir que cette puissance, cet état profond américain qui est essentiellement les crypto-sionistes néoconservateurs aujourd'hui, qui contrôlent la politique étrangère américaine, c'est Israël. Entre Washington et Tel Aviv, il n'y a plus de différence fondamentale. C'est important de garder ça en mémoire quand on pense à Netanyahou. Il faut remonter à ses débuts, là, c'est aux États-Unis qu'il a commencé à se faire connaître. Il travaillait dans les ambassades, il est apparu souvent sur CNN, il faisait ses prophéties bien avant le 11 septembre, il prophétisait, il y a plusieurs vidéos qui circulent, il nous annonçait déjà le 11 septembre. L'autre chose que je voulais dire, c'est lorsque c'était très intéressant ce que vous avez dit, général, là, sur l'assassinat de Kennedy, là, qui est vraiment le tournant, le basculement du monde, et
Et ça m'a fait penser aussi à une autre dimension qu'on n'a pas mentionnée, c'est il y a un point commun entre Kennedy et Poutine actuellement dans leur volonté de créer un monde multipolaire, c'est leur volonté de s'appuyer sur les Nations Unies. Kennedy était un grand défenseur des Nations Unies, il voulait missionner les États-Unis justement pour engager ce désarmement mondial. Et Poutine aujourd'hui aussi est un fervent partisan des Nations Unies qu'il veut récupérer ou à qui il veut redonner la mission première. Et ça, c'est un thème sur lequel j'aime bien insister parce que beaucoup de gens avec ce concept de nouvel ordre mondial ont tendance à tout mettre dans le même sac et à considérer que l'Europe, les Nations Unies, l'OTAN, tout ça c'est la même chose, c'est le nouvel ordre mondial. Mais en réalité, on sent bien que la multipolarité ne peut réussir que si l'ONU arrive à s'extirper de ce contrôle américano-sioniste. Et ça, c'est un autre point commun. Il y a beaucoup de points communs entre Poutine et Kennedy. C'est pour ça que le monde reprend aujourd'hui il y a une sorte de poussée d'espoir qui arrive, un peu similaire à ce qui se passait sous Kennedy. Et puis le dernier point aussi, pour rebondir sur ce que vous avez dit, Général, c'était ils ont l'influence, mais ils ont aussi le but. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de l'assassinat de Kennedy, on va dire voilà, il y a des entités, etc. Mais en réalité, si on explore bien il n'y a qu'une seule entité, à mon avis, qui a vraiment un but très précis, très, très délimité, qui est capable de fédérer des forces aussi bien à droite, à gauche, en haut, en bas, dans tous les sens, c'est Israël. Et ce programme israélien, ça c'est un autre sujet pour une autre conférence éventuellement. Pour moi, je pense qu'il est pas dans le Talmud ou dans la Kabbale, il est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et je trouve ça intéressant d'entendre Netanyahou en ce moment citer la Bible à tort et à travers, Amalek, Isaïe, Josué, etc. Parce qu'au fond du fond, quand on essaye de comprendre mais qu'est-ce qu'ils veulent, eh ben, ils veulent ce qui a été programmé dans la Bible, qu'ils pensent que ça soit Yahvé, Dieu ou autre qui ait programmé ça, peu importe. C'est ça qui donne la puissance extraordinaire. C'est pas que l'influence, c'est comment dire, le but qui ne change jamais, quoi. Qui ne changera jamais d'ailleurs, hein. Même si Israël disparaît, ça ne changera jamais. Il peut y avoir des siècles comment dire, il peut y avoir des interludes très très longs pendant lesquels Israël se retire en quelque sorte de l'action politique, mais il y a quelque chose qui est pour eux éternel. Et donc, alors, de temps en temps, ils ont des poussées de messianisme. Ça y est, le Messie arrive, bon, mais ça n'arrêtera jamais, quoi. C'est quelque chose qui a cette dimension-là. Si on ne comprend pas cette dimension, je pense qu'on a du mal à se représenter cette entité. Et puis, on est souvent dans les fantasmes sur... Enfin, voilà, je voulais juste... Mais ce que vous avez dit en conclusion là, était bien. Puis... Ça vous fait un point commun avec Youssef Indy, ce que je disais l'autre fois, ça se rejoint avec les positions de Youssef Indy, finalement. Tout à fait. Oui. Donc ça serait bien que... Oui, tout à fait. On a des points de vue. Oui. On a des points de vue qui ne sont pas exactement pareils, mais c'est vrai que globalement, on voit les choses un peu de la même. Disons qu'on a des points de vue un peu différents, parce que lui, il a quand même un point de vue qui correspond à sa vision un petit peu religieuse des choses. Moi, j'ai aussi une vision religieuse des choses, mais qui est un peu différente, mais globalement, bien sûr, oui. Bon, bah, écoutez, pour moi, c'est très bien. J'étais très content et très honoré de vous avoir sur la chaîne. Moi, je suis honoré d'avoir rencontré, je te connaissais déjà, mais d'avoir rencontré Laurent Guyeno, qui, je le répète, a été à la base de mon inspirateur au départ, quoi. C'est-à-dire que j'avais des problèmes de compréhension, hein, je ne m'étais pas penché sur tout un tas de renseignements. Je savais bien que quelque chose clochait quelque part, et il m'a éclairé très largement avec ses écrits que j'ai suivis. Donc je le remercie encore une fois. Bah, écoutez, ça me touche beaucoup, hein, comme j'ai dit, l'honneur est vraiment partagé. Je suis très honoré également d'avoir partagé avec vous et puis d'entendre votre témoignage.
Merci beaucoup. Voilà. Et puis merci Boris pour cette invitation. Merci Boris aussi, oui. C'est très bien, ça finit sur une note super positive, tout le monde va être content, les internautes, les abonnés, tout est bien. Allez, je vous remercie. Allez, au revoir. Et Laurent, écoutez, bon courage pour votre projet futur. Si vous continuez sur la piste et que vous développez ou vous faites d'autres projets, bon courage. Merci. Et puis pour Monsieur Delohard, la même chose, plein de bonnes choses. Je m'appuie, tout ce qui a été dit au cours de cette émission et tout ce qu'on a dit aussi l'autre jour avec Thierry Messant et avec Youssef Indy, c'est ce qui explique ce qui se passe aujourd'hui. Quand on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on ne peut pas le comprendre sans référence à l'histoire. Il faut remonter, sans remonter à la Bible. On peut remonter à la Bible, comme on l'a fait l'autre jour avec Youssef Indy, mais sans remonter à la Bible, rien qu'en remontant à la création de l'État d'Israël, on a déjà de quoi débattre pendant des heures et des heures et surtout comprendre. C'est grâce à ce retour un peu sur l'histoire qu'on peut expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, hop. Sur ce, merci messieurs pour le temps et plein de bonnes choses. Allez, au revoir. Au revoir.